Donc nous allons reprendre cet après-midi avec une nouvelle thématique pour cette dernière demi-journée. Il nous a semblé important au niveau du CA de vous proposer une thématique en lien avec les enjeux actuels en termes de climat, de développement durable, et donc du coup d'aborder comment la notion de développement durable peut s'appliquer à la conception, à la gestion des réserves. Donc nous allons débuter par la présentation du Centre de conservation d'études de Besançon par Sophie Gisard. Bonjour Sophie, qui est ingénieure d'études au service régional archéologique à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et qui a piloté ce projet de centre de conservation. Bonjour, donc on va faire un petit pas de côté par rapport aux réserves de musée stricto sensu, mais je vois depuis hier qu'on a de toute façon énormément de problématiques communes. La création d'un centre de conservation et d'études archéologiques porté par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté depuis 2016 s'inscrit dans une politique nationale du ministère de la Culture, notamment en particulier dans le cadre de la loi LCAP qui a conféré à l'État des responsabilités accrues en matière de gestion des données scientifiques de l'archéologie. Donc sur la Paléo-région Franche-Comté, on avait des collections dans des dépôts qui, bien sûr, ne satisfaisaient absolument pas les conditions d'accès, de sécurité, de sûreté. Et donc, il a été décidé de mettre en place un centre de conservation et d'études, et on a monté le projet pour obtenir les financements. Donc, le bâtiment est actuellement en cours de construction et il couvrira les besoins donc, de la Paléo-région avec des réserves d'une capacité de 780 mètres cubes de stockage de vestiges archéologiques et 440 mètres linéaires pour les archives scientifiques. Donc, ce qui correspond, donc on a calculé l'accroissement prévisionnel en fonction de l'activité archéologique régionale à 26 ans d'accroissement. Donc, qu'est-ce qu'un CCE pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas? Donc, ce sont les labels CCE étaient conçus comme des unités de traitement et de gestion donc, qui sont pourvues de réserves. Ils doivent assurer un certain nombre de missions qui s'articulent autour de 3 principes fondamentaux définis par la sous-direction de l'archéologie et qui déterminent la fonctionnalité et la typologie des espaces de bâtiments. Donc, ils doivent assurer la conservation donc, des données scientifiques de l'archéologie, qui sont à la fois les vestiges physiques mobiliers et toute la documentation qui est produite pendant les opérations de terrain et au cours des études ultérieures, ainsi que tout ce qui est suivi sanitaire, restauration des objets. Favoriser la recherche et la valorisation. Il faut assurer l'accès à la communauté scientifique et plus largement patrimoniale, professionnelle, à toutes ces données. Donc, les étudiants, les chercheurs doivent pouvoir venir dans des espaces de travail pour consulter, travailler autant sur le mobilier que sur la documentation. Et également faciliter le prêt pour des expositions. C'est aussi un centre de ressources pour les musées afin de promouvoir la diffusion des œuvres auprès d'un grand public. Donc, dans les CCE, il y a différentes missions optionnelles qui peuvent être développées. Sur celui de Besançon, il y a une mission optionnelle de médiation. Donc, les études préopérationnelles ont été confiées par différents marchés publics à des prestataires depuis 2017 et 2019. Elles ont toutefois nécessité un suivi constant et une réflexion poussée du service utilisateur, service régional d'archéologie, et la maîtrise d'ouvrage du projet a été confiée à l'OPIC par le biais d'une convention cadre. Ce que je peux aussi dire, c'est que parallèlement, on a fait le chantier régional des collections qui, sur 5 ans, avec 5 tranches opérationnelles de 4 mois, ont permis de normaliser 400 mètres cubes de vestiges archéologiques. Donc le programme, dès le début, les enjeux environnementaux sont apparus comme importants et il était souhaité un bâtiment compact, le plus inerte possible, simple d'utilisation, réduisant au maximum le recours à la climatisation. Et au-delà de l'expression des besoins fonctionnels et logistiques, le programme a inscrit dans ses attentes un bâtiment avec des surfaces strictement adaptées aux usages et essentiellement consacré aux espaces de réserve et à la zone logistique. Donc le projet architectural devait également s'inscrire dans une logique de réduction à la fois de ses consommations,
sobriété énergétique et de ses émissions carbone, donc en construction comme en fonctionnement. Donc, sur la base de ce programme, l'OPIC a organisé en 2020 un concours d'architecture visant à sélectionner donc, un groupement de maîtrise d'œuvre et 5 candidats ont été admis à concourir. Donc, le projet lauréat du concours est mené par Nunc Architecte mandataire, avec un groupement paysagiste et bureau d'études techniques. Donc, les 2 architectes qui pilotent le projet, Louis Picon et Emma Le Gallec, ont présenté un projet qui répondait vraiment aux attentes du programme, tant sur le point de vue fonctionnel, ils ont vraiment compris le fonctionnement de la chaîne opératoire, que sur les aspects environnementaux. Et donc, ils ont proposé un bâtiment dont il y a seulement une partie émergente qu'on voit ici, qui est en gros la partie tertiaire et études, avec des lignes sobres et qui est adossé à des réserves qui sont dissimulées dans le terrain. Donc là, ça, c'est le site de construction. Donc le bâtiment fait 2000 m². Il est implanté, donc là, c'est voilà, les différentes... le calendrier opérationnel. Donc vous voyez, les études de conception ont duré 2 ans. Et là, la phase chantier, donc le bâtiment devrait être livré l'année prochaine avec une marche à blanc de 3 mois. Et à l'issue, on pourra transférer les collections. Donc, le bâtiment de 2000 m² est implanté donc, au sud d'une parcelle. Donc, au nord, il y a un espace vert protégé donc, qui était inscrit dans le plan d'occupation des sols et qui doit être préservé pour préserver la continuité écologique. Et donc le bâtiment est sur le sud de la parcelle. Et il y a eu un gros aléa géotechnique qui a nécessité de revoir donc, l'emprise au sol du bâtiment en le poussant complètement sur le sud de la parcelle et en diminuant les surfaces d'environ 20% par rapport au projet initial. Donc, les principes d'organisation du CCE s'articulent donc autour de 5 pôles qui gravitent autour de la conservation, de l'étude, de la valorisation des données scientifiques de l'archéologie, auxquels s'ajoutent des espaces utilisateurs et des locaux techniques. Donc le pôle conservation que vous voyez en orange, donc il y a des réserves générales, 3 réserves générales avec compactus, une réserve lapidaire sur racapalette qui monte à 4 mètres de haut, une réserve sur rayonnage semi-lourd pour les hors-formats, dont aussi des vestiges issus de chantiers MH, et 2 réserves atmosphère contrôlée. Il y a également une salle de quarantaine au niveau de l'accès logistique, donc une zone de traitement étude avec une chaîne lavage-séchage et des salles de consultation. Également donc, les archives scientifiques qui sont liées à un centre de documentation. Donc, au niveau des enjeux environnementaux, donc, comme je vous l'ai dit, la maîtrise d'œuvre a répondu aux attentes de durabilité et de sobriété par des approches multiples donc, qui sont déclinées ici, qui touchent à la fois les principes constructifs, l'insertion dans le paysage, les équipements techniques, l'utilisation de matériaux biosourcés ou recyclés, l'efficacité énergétique, l'aménagement paysager, jusqu'au chantier lui-même. Donc, la topographie du bâtiment, donc c'est un bâtiment de plein pied qui tire parti de la topographie du site. Donc, c'est un site avec des talus sur 2 côtés. Donc, le bâtiment est encastré dans les talus. Donc, en fait, sur les parties... J'ai vraiment du mal avec ce pointeur. Bon, en fait, sur les 2 parties, là, on a un dénivelé assez important. Donc vous verrez une coupe après. Donc le bâtiment donc, vient s'encastrer donc dans ces talus afin de profiter au mieux de l'inertie thermique du sol. Et il est constitué, le bâtiment, de 2 blocs imbriqués aux principes constructifs différents. Donc le volume consacré aux réserves est entièrement en béton et donc il est encastré dans les mouvements du sol et recouvert d'un pierrier calcaire. Tandis que la partie concernée par l'étude, consultation et la partie gestion et la documentation, donc c'est un bâtiment en structure bois qui donc est recouvert d'une toiture en zinc et qui constitue la partie émergée du bâtiment. Donc voilà, vous avez ici
Donc une vue en coupe, donc on voit la partie émergée et toutes les réserves, donc on voit l'accès à l'aire de livraison, donc qui sont recouvertes par un pierrier calcaire qui forme en fait une sorte de grand cairn et qui vient recouvrir donc l'ensemble des réserves qui sont sous un lit de pierre calcaire. Donc, la structure béton, dans la partie béton donc, qui est encastrée dans le terrain, l'ensemble des parois est doublé d'un isolant spécifique. Et donc, il est recouvert en toiture d'une couche bitumineuse, d'un lit de gravillon, puis de blocs calcaires qui ont été récupérés sur le site. Donc, il y a une vingtaine de centimètres de blocs calcaires. Il y a également un chemin de ronde périphérique, donc aucune des réserves n'est en contact avec les talus. On a un principe d'architecture de boîte dans la boîte qui a à la fois un rôle de sécurité d'entretien, mais aussi un rôle de tampon thermique pour les réserves. Donc l'isolation pour la partie émergente en bois, donc l'isolation est assurée par des strates verticales ventilées, de panneaux de bois, de ouates de cellulose et de fibres de bois sur une épaisseur de 80 cm. En façade, la structure est protégée des intempéries par une double peau qui est constituée de panneaux de béton préfabriqués qui sont fixés sur des longues grines. Et l'ensemble des ouvertures donc en bois aluminium sont équipées de brise-soleil orientable et il y a un triple vitrage. Donc voilà le principe d'habillage des façades avec les panneaux préfabriqués de béton allégé qui utilisent, là encore, on a un recyclage, les matériaux déclassés durant le chantier des collections archéologiques. Ça évite comme ça de recréer un site et donc on réutilise. Alors bien sûr, c'est uniquement les matériaux stables qui ont été réutilisés, pas la faune ni le métal. Évitons les fuites. Au niveau des ambiances intérieures, donc l'ensemble des produits de construction en contact avec l'air intérieur sont soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre sur des critères environnementaux, tels les émissions et teneurs en COV, afin de limiter les polluants. L'ensemble de la structure bois, menuiserie, tout comme le mobilier et les latages des plafonds en mélèze sont issus de forêts de gestion durable certifiées PEFC, donc ces programmes européens des forêts certifiées. L'approvisionnement énergétique. Donc un mix énergétique a été prévu afin d'utiliser un maximum de ressources renouvelables. 80 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront installés en toiture afin de respecter le niveau énergie 3 du référentiel énergie carbone exigé par le programme. Les eaux de pluie sont récupérées par un large chéneau qui dirige donc vers une cuve de 8 mètres cubes qui permet de les récupérer. Et cette eau est utilisée pour l'arrosage des espaces verts extérieurs et donc il y a une aire de lavage pour les gros matériaux lapidaires qui arriveraient sales dans le centre. Il y a également une borne de recharge pour les voitures électriques. Alors, il y a eu, sur les projets, il y a toujours des désagréments. Donc, il y avait un chauffage par pompe à chaleur géothermique qui était initialement prévu, mais le sous-sol franc-comtois, on a décidé autrement, puisque l'étude, quand les sondes géothermiques devaient descendre à 100 mètres, quand les forages de test ont été faits, il y a des outils de forage qui ont été perdus. Donc, en fait, ça, c'est pour vous montrer ce qu'est le sous-sol franc-comtois. Donc, en fait, il a été impossible de mettre en œuvre la PAC parce que les échanges thermiques avec ces systèmes de gouffres ne seraient pas performants. Donc des solutions alternatives ont été étudiées et ont conduit à un arbitrage en faveur d'un chauffage électrique avec des radiateurs à panneaux rayonnants. Et donc du coup, la puissance produite en photovoltaïque a été augmentée. Pour, autre aspect, la gestion climatique dans les réserves, on en a déjà beaucoup parlé. Donc ce qui a été souhaité, c'est que ce soit effectivement l'inertie du bâtiment qui soit un des facteurs principaux. Cette gestion du climat, c'est un des enjeux centraux. Et c'est vrai qu'il y a différents retours d'expérience qui ont été utiles, notamment ceux d'une table ronde du RIGMAS, c'est le réseau interprofessionnel des gestionnaires de mobilier archéologique, qui a eu lieu
à Toulouse dans 2019 et qui portaient sur les salles à atmosphère contrôlée et qui ont souligné que des exigences climatiques trop strictes n'étaient pas forcément justifiées, en tout cas pour l'archéologie, pour tous les matériaux archéologiques, et que les armoires climatiques posaient régulièrement des problèmes de panne qui entraînaient bien souvent des pics beaucoup plus dommageables aux collections que des dérives lentes. Donc, en conséquence, dans les études de conception, les consignes climatiques initiales ont été révisées par la MO Conservation Préventive, Frédéric Ladonne, et les plages de température ont été élargies avec des dérives acceptées sur des durées limitées. Donc, on voit les fourchettes habituelles, on a des moments où on accepte qu'on sorte de ces fourchettes avec, bien sûr, une dérive lente et sur un pourcentage de temps limité. Donc ça a été aussi permis par l'inertie, la forte inertie du bâtiment. Et par ailleurs aussi important pour avoir une stabilité climatique, le taux de renouvellement de l'air hygiénique qui des fois pose problème. Dans les réserves, il est asservi à la présence de personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de renouvellement de l'air hygiénique quand il n'y a pas de personnel dans les réserves. Donc ça, pour les réserves, donc les 2 réserves à atmosphère contrôlée, il n'y a que la réserve humide où on n'a pas pu faire autrement que d'avoir une armoire climatique. Pour la réserve sèche, donc les consignes de température et d'humidité seront garanties à la fois par le chauffage de la pièce et par un déshydrateur à roue à adsorption. C'est complété aussi par les finitions des murs avec des plafonds recouverts d'un enduit écologique monocouche à base d'argile qui est connu pour ses capacités de régulation hygrothermique. Il y a quand même un équipement de secours, un ventiloconvecteur qui est prévu parce que les simulations essaient d'anticiper les évolutions climatiques. Si on a des canicules prolongées à plus de 40 degrés, ça peut quand même monter au-delà de 28 et dans ce cas-là, il faudra quand même rafraîchir. Dans les réserves générales, le maintien d'une température minimale de 15 degrés par le chauffage permet de maintenir le taux HR. En tout cas, ça, c'est donc les études, les simulations dans les plages du programme. En cas de nécessité, l'assèchement sera réalisé par... donc, il y a des déshumidificateurs muraux qui sont raccordés à un réseau d'évacuation d'eau pour ne pas avoir à les vider des tiroirs, et également des humidificateurs mobiles de secours s'il y avait des contraintes d'assèchement partielles à corriger. Le brassage d'air, donc ça c'est aussi un facteur important, il sera assuré par des grands ventilateurs à pales, ce qui permet d'homogénéiser les conditions d'ambiance toute l'année, en assurant donc un brassage sur un volume important sur l'ensemble de la zone et en évitant la création de microclimats. Et ça permet aussi de réduire les consommations de chauffage en hiver. Donc, comme je vous l'ai dit, l'air hygiénique de ces locaux sera asservi donc à une programmation hebdomadaire. Dans les locaux de travail, le confort thermique, là aussi, sera régulé plutôt de manière passive par l'isolation renforcée que je vous ai montré tout à l'heure, l'implantation de la végétation à l'extérieur. Cependant, donc pareil, les STD ont montré qu'en cas de canicule prolongée, on peut avoir des taux d'inconfort sur certains moments. Donc il y a un rafraîchissement adiabatique qui a été prévu. Donc là, ça permet en fait, c'est de l'eau fraîche qui circule et qui permet de refroidir l'air soufflé, mais sans gaz réfrigérant. Alors, ça ne fait pas gagner énormément de degrés, mais ça peut aider à faire baisser le taux d'inconfort et ce n'est pas consommateur d'énergie à part celui des pompes à eau. Et puis, il y a également du free cooling, donc c'est une ventilation nocturne qui est prévue si l'air nocturne est inférieur de 2 degrés aux consignes des locaux. Donc, il y a cette ventilation nocturne naturelle qui peut se mettre en place. Par ailleurs, l'autonomie en lumière du jour a également été optimisée afin de réduire l'éclairage artificiel. Ça a conduit à l'augmentation en hauteur de la plupart des ouvrants donc dans les zones de travail. Et donc, avec tous ces aspects, le projet est conforme à la fois à la norme RT 2012 et il a le label E3C1, haute performance énergétique et faible impact carbone. Donc, il y a aussi les espaces extérieurs. Là, le parti pris a été également de réduire au minimum les interventions paysagères artificielles qui nécessitaient un entretien important.
L'espace vert protégé sera laissé en libre évolution et prolongé par un cordon boisé dense et des haies vives. Les couvre-sols et les massifs sont tous des essences indigènes et mellifères. Et ils seront donc disposés en façade du centre. Les calcaires du site sont également réutilisés pour réaliser des murets de pierre sèche, le local à vélo et le pavage donc, du parvis d'accueil. L'imperméabilisation des sols est limitée au maximum. Donc le seul endroit où le sol est imperméabilisé, c'est la cour de livraison des camions en bleu. Sur le petit parking, on aura de l'herbe à drain et dans la zone de médiation et les zones de circulation devant, ce seront des sols semi-imperméables. Donc le chantier lui-même, il y a également donc une charte chantier vert qui a été signée par toutes les entreprises qui interviennent sur le chantier. Elle implique une gestion des consommations d'eau et d'énergie, une gestion des déchets avec une limitation des volumes et une collecte sélective, bien sûr la propreté du chantier, pas de brûlage, pas d'enfouissement, la protection des végétaux existants et la limitation des nuisances acoustiques et également des pollutions. Donc voilà, la prise en compte des enjeux de développement durable est apparue comme un incontournable dès la phase de définition de ce projet. Mais au-delà des aspects de protection environnementaux, ça permettra également de diminuer significativement les coûts d'exploitation et maintenance du bâtiment et de simplifier le travail des futurs régisseurs. D'ailleurs, dès 2025, les dispositions de la loi climat et résilience vont rendre ces dispositions obligatoires dans le cadre des marchés publics de travaux. Et pour finir, la sous-direction de l'archéologie a publié très récemment, enfin remis à jour, un guide méthodologique pour la création des centres de conservation et d'études qui donne pas mal de directives et d'idées et de choses à mettre en place sur ces différents aspects. Voilà, je vous remercie.